Bienvenue à cette nouvelle édition de Théâtre en question, l'émission culturelle où nous parlons de théâtre. Je suis votre animateur, Benjamin Giguère, et aujourd'hui, nous parlerons de Moby Dick, une pièce présentée au TNM. Nous aurons une entrevue avec Ishmael, personnage principal, et Starbuck, le personnage secondaire de la pièce. De plus, nous parlerons des personnages en profondeur, même ceux qui ne seront pas à l'émission. Nous aurons aussi une critique pour et une critique contre la pièce. Merci beaucoup et bienvenue à l'émission. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous vous parlons de la pièce de théâtre Moby Dick. Nous commencerons en vous parlant de l'auteur et de l'historique de cette épopée légendaire. Puis, nous vous présenterons des entrevues avec les personnages eux-mêmes qui vous révéleront des points de vue et des analyses détaillées. En effet, Ishmael et M. Starbuck nous attendent en arrière-scène. Finalement, nous donnerons une critique concrète et examinée de l'ensemble de la pièce, ainsi que de nos opinions personnelles sur celle-ci. Tout d'abord, nous parlons de l'histoire de Moby Dick. Herman Melville, l'auteur d'origine, écrit en 1851 un roman intitulé Moby Dick ou Le Cachalot. C'est l'histoire d'un jeune homme avide d'aventure et las de la vie anodine qui embarque en tant que harponneur sur le Pécode, un baleinier à l'ambiance fébrile et à l'équipage farouche et bruyant, pour aller chasser la baleine et découvrir le monde. Le jeune Ishmael tombe rapidement en amour avec cette vie exubérante et ne peut assouvir sa soif des grands espaces de la mer et du dynamisme excitant de son nouvel emploi. Au bord de ce navire, Ishmael fera la connaissance de nombreux personnages colorés, tels que M. Starbuck, le sauvage de Queequeg, le capitaine Ahab et son bras droit M. Stubb. Il aura cependant aussi à se confronter à leur côté plus sombre dans le contexte d'une chasse à la baleine, non, d'une vendetta d'entreprise par Ahab contre le monstre marin redoutable qu'est Moby Dick. Depuis que l'ouvrage originel est sorti en 1851, il a été adapté plusieurs fois dans différents types de médias. Le plus connu étant la version film en 1956. Le premier film est sorti en 1926 et c'était un film muet. Un autre est sorti 4 ans après. Entre ce temps-là et aujourd'hui, 16 autres films sont sortis, le dernier étant en 2014. Il y aura un nouveau le 11 septembre prochain. Une multitude de pièces basées sur le concept de Moby Dick ont été jouées à travers le monde. La première adaptation théâtrale, par Orson Welles, était en 1955 à Londres. Quant aux adaptations écrites, il y a eu plusieurs bandes dessinées, entre autres celles de Marvel Comics et même quelques romans graphiques, par exemple celui de Bill Sienkiewicz ou Will Eisner. En 2012, une adaptation littéraire a été publiée nommée Rail Sea, écrite par China Miéville. Led Zeppelin a composé une chanson appelée Moby Dick en 1969 dans l'album Led Zeppelin 2. Le groupe de métal progressif Mastodon est sorti avec le Léviathan en 2004. L'album est basé sur le roman de Moby Dick par Herman Melville. De plus, la franchise de Star Trek fait beaucoup de références à Moby Dick. Khan, qui joue le rôle du capitaine Ahab, va même jusqu'à citer le capitaine tout au long du film. Au centre de la pièce se tient Steve Gagnon, qui donne vie au personnage principal du très littéraire Ishmael, l'engageant matelot qui nous relate les événements vécus par l'équipage du Pécode. Son riche vocabulaire et ses répliques savamment livrées nous gardent intéressés tout au long des 2 heures de la pièce. Ennuyé par sa vie fade, le jeune Ishmael cherche à donner un sens à sa vie, à vivre de vraies sensations fortes, mais surtout à découvrir le monde qui s'ouvrira à lui lorsqu'il mettra pied sur le vaisseau du capitaine Ahab. Comme le reste de ses camarades, il vouera sa vie à la cause du capitaine et la suivra aussi loin qu'il le pourra dans sa poursuite folle de la grande baleine blanche. Le capitaine Ahab est un personnage troublé, un homme avec un lourd passé qui porte avec lui les traces d'un événement tragique dans sa vie, que ce soit sa lourde jambe en os de baleine, pour remplacer celle que Moby Dick lui a enlevée, ou son excessive obsession avec le cachalot. Brillamment joué dans la pièce par Normand D'Amour, l'acteur d'expérience a su incarner le capitaine de façon crue, faisant vivre et ressentir dans la salle au grand complet l'immense passion et rage du personnage. Starbuck, second capitaine, est en opposition à ce dernier,
étant le seul à dénoncer ses excès de folie. Starbuck est un chrétien dévot dont les valeurs affrontent celles d'Akab. Il essaie du mieux qu'il peut de ne pas participer à sa vendetta. Il prône une démarche sensée et rationnelle qui met sa vie et celle de son équipage devant tout. En voyant le danger qu'apporte la quête de son seul supérieur sur le navire, il aura à faire de difficiles choix qui mettront en conflit son respect pour les dogmes, ses instincts de survie et son sens de la justice. David Savard endosse ce rôle nuancé avec brio, nous faisant comprendre la déchirure idéologique que vit le personnage vers les derniers actes de la pièce. Dans le rôle de Queequeg le Sauvage se trouve Jean-François Casabonne qui entre corps et âme dans la peau du plus redoutable harponneur du Pécode. De son costume extravagant, constitué d'un chapeau haut de forme et d'une paire de collants en cuir, et rien d'autre, à son langage rappelant celui d'un homme des cavernes moins idiot que la moyenne, il est clair dès notre première rencontre avec lui, qui n'arrive d'ailleurs très tôt dans la pièce, que Queequeg a chez lui quelque chose d'aussi mystique que tribal. Dans la pièce, il se dit chef d'une tribu insulaire en exil pour découvrir le monde à bord du Pécode. À présent, passons aux entrevues avec M. Starbuck et Ishmael. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Starbuck. Monsieur Starbuck, premièrement, mes condoléances pour votre mort. Comme nous le savons, tous les membres de l'équipage de Starbuck, incluant lui-même, sont morts en essayant de capturer la grande baleine blanche. Sauf Ishmael, bien sûr. Dites-moi, Monsieur Starbuck, comment se fait-il que vous êtes vivant avec nous si vous êtes mort? Eh bien, lorsqu'un homme vit sa vie aussi honnête et aussi dévoué à notre père que moi, il se mérite certaines faveurs. Quel miracle! Donc, immanquablement, vous êtes un homme courageux. Mais dites-moi, d'où tenez-vous ce courage? D'où pouvez-vous puiser cette force qui vous est tant singulière? Vous avez pu le deviner, j'ai une grande foi en Dieu. Mon courage et ma volonté de faire vient des prières et de mon amour envers le Tout-Puissant. Je n'avais pas peur du capitaine Akab, car je le croyais sensé. Avec lui, j'ai pu participer aux plus grandes récoltes d'huile que j'ai jamais vues. J'ai cependant remarqué trop tard que son obsession avec le cachalot, qui nous a tous deux pris la vie, l'a poussé à la folie. J'ai essayé tant bien que mal de le faire comprendre aux autres, mais la rage démente du capitaine Akab a contaminé les matelots avant que j'ai pu les atteindre avec la voix de la raison. Contrairement aux autres membres de l'équipage, vous avez un respect salutaire pour les baleines que vous chassez. Absolument. Vous ne perdez pas de temps non plus, vous ne vous êtes même pas engagé dans la vendetta du capitaine. Vous savez établir vos limites et faire entendre votre voix aux autres membres de l'équipage, même s'ils ne veulent pas toujours l'entendre. En fait, la question est la suivante. Quelles étaient vos ambitions lorsque vous avez mis le pied sur le Pécode et quelle était l'amplitude de votre pouvoir face aux autres membres de l'équipage, plus particulièrement face au capitaine? Eh bien, étant second capitaine dans le navire, je devais obéir à tous les ordres d'Akab. Tel était mon devoir. Par contre, cela ne veut certainement pas dire que je devais m'asseoir et me taire. Je lui disais toujours ce que je pensais et je l'affrontais constamment. Ma position impliquait la charge de l'équipage et du stock du Pécode. Mais le capitaine Akab avait bien évidemment une autorité supérieure à la mienne en toute matière. De plus, par sa passion vengeresse, qui, quoique insensée, était tout de même entraînante, il a converti l'équipage au complet à sa cause folle. Mon Dieu. Cette folie dont vous parlez, n'avez-vous jamais essayé de l'arrêter? Vous êtes un homme de Dieu, n'a-t-il pas essayé de vous guider vers la rédemption, de sauver vous et votre équipage? Oui, mon Seigneur m'a guidé vers la rédemption, mais pas de la façon dont vous l'insinuez. Lors d'un de nos affrontements les plus majeurs, j'ai même été jusqu'à lui pointer un fusil au visage. Mais je n'ai pas pu tirer la gâchette. Je n'ai pas pu l'arrêter. Ce n'était pas dans mon devoir, dans ma destinée, mais je vous assure que si cela était la volonté de Dieu, je n'aurais pas hésité un seul instant. Était-ce de la volonté de Dieu, votre mort? Si Dieu me veut à ses côtés, qui suis-je pour refuser à ses demandes? Eh bien, bonne chance, et que la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Amen. Amen. Bonjour. Nous sommes ici avec Ishmael, membre de l'équipage du Pécode sous la commande du capitaine Akab. Premièrement, mes condoléances, car comme nous le savons tous,
Votre équipage est mort après une tragédie amenée par ce grand cachalot blanc, Moby Dick. Mille fois merci. Vous êtes sans conteste un hôte d'une qualité remarquable. Oui, il est vrai, mon équipage a succombé à une fin poignante. Oui, à la merci de ce monstre marin cruel. En fait, il est de mon avis que Moby Dick n'est pas un monstre de pure méchanceté. En effet, contrairement à Feu Capitaine Ahab, je le considère comme une bête inévitable, une force de la nature qui remplit sa propre fonction comme nous le faisons à tous les jours. Même s'il a tué vos camarades? Ne vous trompez pas, je n'éprouve aucune sympathie envers la bête. Simplement, j'aime garder l'esprit ouvert. Donc, je vois. Donc, dis-moi, quelle était votre motivation pour embarquer sur le Pécode? Que vouliez-vous faire en partant cette grande aventure? Eh bien, il faut comprendre qu'avant de vivre mes péripéties toutes singulières à bord du baleinier, je n'étais rien qu'un enfant, naïf et innocent, plein d'audace farfelue, un peu trop romantique et trop peu terre à terre. J'avais soif, je voulais vivre, mais la vie m'en empêchait. Mon quotidien était si banal, mon bonheur si éphémère et mon désir d'émotion insatiable. C'est pour cela que j'ai décidé de partir et tout laisser. Je me disais que peut-être les étendues infinies de la mer me permettraient par leur vacuité béante de m'imaginer un monde concret, simple et sans contingence, où je pourrais finalement être heureux. Donc, une fois votre aventure entamée, la perception de la vie d'un marin a-t-elle changé pour vous? Oui et non. Il est vrai que j'y ai vécu mes moments difficiles, mais il faisait partie de l'expérience intégrale et je ne les regrette point. La souffrance nous inspirait un sentiment de camaraderie indéniable, et sans elle, jamais je ne m'aurais senti si inexorablement vivant. Donc, vos motifs, vos intentions évoluent-ils au cours de l'aventure? Absolument. Mon désir de distance et de grands espaces fut rapidement comblé et se transforma en extrême ambition. Je voulais trouver cette baleine. Elle me hantait la nuit et me passionnait le jour. Elle puisait dans l'âme collective de tout l'équipage, nous exhortant à la poursuivre. Tout semblait mener à cet affrontement final, l'épanouissement de tous les rêves au monde, de toutes les épopées et de toutes les légendes. Et après cet affrontement singulier, comment percevez-vous votre passé? Eh bien, laissez-moi vous dire, d'après moi, je suis né sur ce bateau. Ma vie antérieure n'existe pas, elle est grise. Quand j'ai mis pied sur le Pécode, le premier rayon de lumière est apparu. Et à la suite, les couleurs les plus vives peuplaient mon monde. Quelle poésie! Eh bien, monsieur Ishmael, merci pour votre temps. Ah, le temps, il ne m'en manque point. C'est moi qui vous remercie. À présent, voici une critique favorable et une critique défavorable à la pièce de Moby Dick. La pièce de théâtre Moby Dick était absolument excellente. La mise en scène était bourrée d'action et d'agitation et le rythme et l'entrain y étaient incroyables. J'ai adoré les différentes façons dont on s'est servi de la scène et du décor pour contextualiser les événements. Par exemple, lorsque les harponneurs mettent leur barque à la mer, ils se servent de gros barils soutenant des grosses planches de bois. Un autre point fort, il y avait autant de mouvements que de paroles. En effet, les acteurs s'adonnaient à des pirouettes et des culbutes de part et d'autre de la scène pendant les épisodes tumultueux, et ce, sans jamais distraire du déroulement du récit. Puis, bien sûr, il y a la musique. Frédéric Bédard nous plonge dans une transe avec ses cris de baleine et ses râles stridents tout au long de la pièce. Ludovic Bonnier l'accompagne avec le grondement sourd d'une guitare électrique et d'un batteur. De son début confus à sa fin moralisatrice, Moby Dick était une pièce criarde, trop bavarde et répétitive. La mise en scène, quoique impressionnante, n'était pas nouvelle. Une structure rotative comme celle vue dans la pièce a déjà été utilisée par plusieurs autres pièces du TNM, notamment la superproduction Les Trois Mousquetaires de la saison précédente. Le seul point fort de la pièce, le jeu des acteurs, est affaibli par les situations répétitives où ils sont trouvés et par le dialogue extrêmement bavard qui coupe l'action. Somme toute, Moby Dick est une pièce à ne pas aller voir, mais plutôt à aller lire. Maintenant, passons à un cours Vox Pop où nous demandons à des gens qui ont vu la pièce ce qu'ils ont pensé de cette dernière. Ah ben, je n'étais vraiment pas content. Je suis vraiment insatisfait de mon expérience. En fait,
c'est qu'il y avait trop de bruit. C'était un spectacle criard, pompeux. Ça relevait du gros spectacle rock heavy metal. Je n'ai pas supporté, mes oreilles étaient trop agressées par le son de ces baleines. Il faut mieux lire le livre Moby Dick. Moi, je rentre chez moi, à ma table chevet, et je lis le livre, quoi. Au revoir. Trembler les murs du théâtre du Nouveau Monde, très spectaculaire. Subjugué du début à la fin. Normand d'Amour absolument extraordinaire. Musique puissante, ça vient nous chercher dans les tripes. Vraiment impressionnant. Faites-vous plaisir. Très vraie longuette, mais pas au point de nous ennuyer ni d'empêcher nos esprits de se questionner sur les motivations du capitaine qui tente de dominer Dieu et la nature et sur le besoin de l'humain de tout posséder, ce qui existe sur Terre, de le dominer, de le soumettre. Je suis choqué par la nonchalance de la pièce envers la religion. Ils n'ont pas bien incarné les propos du capitaine Ahab. Ils étaient trop agressifs envers Dieu, ils le confrontaient. C'était complètement irrespectueux, à mon avis. Eh bien, merci d'avoir écouté l'émission au complet. Nous vous reverrons la semaine prochaine, où nous parlerons de la pièce Aziz, telle quelle, de Simon Boudreau. Merci, et à la prochaine.